Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Romain Goubet, responsable communication et événements de l'association B3D, le Bureau de développement durable. Je suis actuellement en première année de master à Toulouse Business School. Je serai votre animateur durant cette table ronde pour cette deuxième journée des 15e éditions des ANED. Et comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable de TBS. Et la deuxième journée des ANED, cette année, se focus sur le pilier social du développement durable. C'est pourquoi le thème de notre table ronde aujourd'hui est le suivant: dignité, travail décent et emploi durable. La conférence se déroulera pendant 30 minutes, enfin la table ronde se déroulera pendant 30 minutes où nos intervenants vont discuter et ensuite, pendant 15 minutes, il y aura des questions que mon amie Alicia pourra récupérer sur le chat. Et on les posera en fin de conférence ou pendant la conférence. Ainsi, sans plus tarder, pour vous éclairer sur le sujet de dignité, travail décent et emploi durable, je vous présente Monsieur Olivier Prade, enseignant-chercheur à TBS, docteur spécialisé dans le droit du travail, et Madame Myriam Castel, docteur en droit et avocate au barreau de Toulouse. Bonjour à vous deux. Bonjour Romain. Bonjour, enchanté. Eh bien, rentrons directement dans le vif du sujet. Avec vous, Monsieur Olivier Prade, vos recherches concernant la dignité du travail ainsi que le travail décent, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le travail décent? Alors, oui, bien sûr, je vais pouvoir. Tout d'abord, je voulais faire une petite précision. Là, c'est juste la présentation de mes recherches. Donc, ce n'est pas comme un colloque où je présente un article, etc. C'est juste les thèmes centraux de ma recherche. Alors, effectivement, dignité, travail décent, emploi durable. Alors, si vous le permettez, je vous présenterai le terme travail décent lorsqu'il sera nécessaire de le présenter. La seule chose que je vais vous dire à l'heure actuelle concernant le travail décent, c'est que c'est un élément qui peut être appliqué parce qu'il est déjà encadré juridiquement. On a des normes juridiques qui nous permettent de définir ce qu'est le travail décent, comment on peut mettre en œuvre ce travail décent dans la relation de travail. Et c'est très intéressant parce que finalement, étant donné que je suis juriste, c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est le côté pratique. Ça serait très joli, je peux vous faire de grands discours sur le travail décent, depuis son origine jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose de pratique. Alors, déjà, pour vous dire ce que ça va être le travail décent, c'est la juste rémunération, c'est la protection sociale, c'est le temps de travail, c'est le droit au repos, etc. En fait, c'est tout ce qui permet au travailleur d'exercer son travail en prenant plaisir à faire son travail, en étant reconnu dans son travail et reconnu à la fois d'un contenu, j'allais dire, un accès psychologique, on reconnaît, on dit merci aux salariés, aux travailleurs, parce que vous allez voir que le terme travailleur est très important, et en même temps, on reconnaît son travail avec la rémunération décente, qui est au cœur aussi du développement durable. Voilà. Okay. Alors, comment je me suis intéressé, alors je vais vous dire comment et pourquoi je me suis intéressé au travail décent. Parce que je suis parti d'un constat que tous les économistes ont fait, mais qui a des incidences en droit, c'est que à l'heure actuelle, on a le renouveau du libéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, je ne vais pas faire l'affront à des étudiants d'une école de commerce à dire ce qu'est le néolibéralisme. Et alors, la particularité de ce néolibéralisme, c'est qu'on s'est aperçu que ça remettait les conflits d'appropriation et de répartition des richesses au cœur de la dynamique sociale de l'économie. C'est Sobel Richard, qui est un chercheur qui a mis ça en évidence. Et avec une conséquence, c'est de remettre l'individualisme au cœur de la vision du monde. Et avec cette particularité, c'est qu'en mettant l'individualisme au cœur de la vision du monde, on pense que l'homme est libre et qu'il ne peut se créer d'obligation qu'à lui-même. Il n'y a que lui qui peut décider ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui est d'ailleurs l'essence du libéralisme, où libéralisme, individualisme, ce sont des notions qui sont intimement liées. Et à l'heure actuelle, au niveau du travail, du monde du travail, ce qui nous préoccupe,
c'est que ça a abouti à une volonté de substituer à la relation salariale de longue durée, qui est incarnée par le CDI, contrat à durée indéterminée, on substitue à cette notion la notion de ce qu'on appelle l'entrepreneur de soi-même. C'est-à-dire, si on le traduit en droit, et vous avez dû l'étudier, c'est ce qu'on appellera l'auto-entrepreneur. Mais en parlant d'entrepreneur de soi-même, ça donne une notion plus capital humain, mais au sens capital comme les sous, la matière première, etc. Et ce capital, il faut absolument le faire fructifier. Et ça va avoir une autre conséquence, c'est que c'est la remise en question de la notion de subordination dont tout le monde a entendu parler, dont tout le monde entend parler surtout à l'heure actuelle avec les problématiques liées aux requalifications de certains types d'activités, tout simplement parce qu'on se trouve dans ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, qui est, j'allais dire, presque la caricature de ce que je viens de vous dire, du modèle que je viens de vous dire. Voilà. Alors, et un des inconvénients de cette nouvelle vision économique et du monde du travail, ça va conduire le travailleur, toujours sous le couvert de la volonté individuelle, j'accepte, je refuse, etc., pour pouvoir travailler, il va être amené à renoncer à un certain nombre de droits. Et notamment ce qu'on appelle les droits fondamentaux, mais alors c'est un terme extrêmement générique et qui se traduisent. On va voir que la traduction pratique, ça va être cette fameuse notion de travail décent, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le problème de la situation, c'est effectivement que le travailleur remet tous ses droits en cause, ce qui fait que, comme il y a une idée très répandue, le coût du travail est trop chaud, il est trop élevé, le coût du travail. Donc, de ce fait, le salarié refusant ou renonçant à certains droits, les employeurs, d'une façon extrêmement, j'allais dire humaine, normale, n'ont pas la volonté de les remettre en avant quand ce n'est pas la volonté de les écarter. Voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. On oppose à l'heure actuelle, et non, ça c'est tout à fait vu dans le contentieux des plateformes de services pour les livreurs ou les chauffeurs Uber, on oppose la subordination et l'indépendance. Et la seule chose qui semble être ici le rempart, c'est de toujours réfléchir sur le lien de subordination. On a obtenu les requalifications de ces situations extrêmement précaires et de vulnérabilité économique grâce au lien de subordination. Mais je ne pense pas qu'il faut rester sur ce schéma binaire parce que le lien de subordination est quand même extrêmement contournable et on est en train de le voir. Et c'est ce qui m'embête au fait de devoir rester sur cette vision subordination-indépendance. Et c'est pour ça que je pense que ce que dit le professeur Prade est très important de revenir sur des notions de travail décent, d'emploi durable, parce que le lien de subordination, à force, quand il est utilisé par les juges utilisent des éléments, des critères très précis en analysant les situations de fait. Comment le livreur, quelle est sa relation avec la plateforme? Et à force, le lien de subordination, on peut le contourner. On analyse les arrêts en pratique et on essaye d'éviter, finalement, par exemple, et c'est ce qu'on a avec l'arrêt Uber, par exemple, dans Take It Easy, ce qui a été important, c'était le pouvoir de sanction. Quand le salarié, enfin, du coup, le travailleur qui a été requalifié salarié, on le sanctionne parce qu'il ne se connecte pas à la plateforme, parce qu'il ne livre pas, il ne livre pas en temps et en heure. Et ça, on essaye de l'enlever en tant que plateforme. On essaye de contourner. Et donc, à la fin, le lien de subordination est insuffisant. Et c'est là où je pense qu'il faut donc dépasser cette vision binaire, subordination-indépendance. Et votre proposition d'emploi durable est intéressante, mais alors se pose la question de la définition. Comment vous définissez l'emploi durable? C'était la question que j'espérais ne pas avoir.
C'était la question que Non, j'allais non. vous poser. Je plaisante en vous disant ça parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est au cœur de la problématique. Qu'est-ce que l'emploi durable? Et le problème, c'est que quand on parle avec nos collègues économistes et quand on parle avec d'autres collègues travaillistes, l'emploi durable, c'est l'emploi qui s'inscrit dans la durée. Or, si on part du principe l'emploi s'inscrit dans la durée, on retombe dans le schéma traditionnel du CDI, contrat à durée indéterminée. Or, l'emploi durable, il faut l'inscrire dans une réflexion de RSE. Hein. Et c'est là qu'on va pouvoir s'attaquer à la recherche d'une solution. Parce qu'en fait, il n'y a pas de définition précise d'emploi durable. On est obligé de la créer. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je tente de faire, de trouver la définition qui me paraisse le mieux correspondre avec la problématique de la dignité et du travail décent. Alors, pourquoi c'est difficile de définir l'emploi durable? Bon, emploi, on sait ce que c'est. Hein. Mais par contre, c'est le terme durable qui nous pose problème. Parce que le terme durable, il y a plein de choses, il recouvre plein de choses. Et si on l'observe, on voit que déjà, durable et travail, ça paraît difficile. Durable, ça, la notion de nature a duré longtemps, ce qui semble difficile à coller au mot travail dans le contexte actuel. Et la conséquence, c'est que ce terme durable, on l'accole au travail, mais dans le sens de qualifier le travail sur l'activité. Est-ce que l'activité que mène le travailleur, c'est une activité durable? Et donc, pour beaucoup, le travail durable, ça va être le travail dans tout ce qui est environnement, recyclage, etc. Donc, tout ce qui est développement durable. Le terme durable aussi, ça pose un problème parce que on pense réduction, voire suppression du chômage de longue durée. Et bon, si j'ai le temps, j'en parlerai à la fin. Effectivement, ça peut être un aspect extrêmement intéressant puisqu'il y a des expériences qui sont menées à l'heure actuelle. Le terme durable, donc, c'est aussi, il y a un problème avec le durable, c'est que on considère que c'est une contrainte qui est introduite dans le contexte global, je parle d'économie globale. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a concernant l'emploi durable? C'est qu'on le ramène toujours, alors ça c'est intéressant, c'est ramener le durable à la notion de ressources naturelles et de ressources durables. Et en même temps, ça pose un petit problème parce qu'on a l'impression de dire que l'homme, finalement, c'est une ressource. Or, l'homme n'est pas une ressource. Hein. D'abord, ce n'est pas durable, hein, puisqu'il y a le terme de la vie, mais déjà considérer l'homme comme une ressource paraît une aberration par rapport aux notions de dignité, de droits de l'homme, etc. Et alors, moi j'ai tenté de définir l'emploi durable à partir du rapport Brundtland, excusez-moi, qui est le rapport de notre futur commun, qui a été un des piliers du développement durable. Hein. Et pour moi, le travail durable, ça serait un travail qui va permettre d'assurer le bien-être des individus, la répartition équitable du surplus et la conservation des ressources naturelles. Donc, pour moi, le travail durable ne va pouvoir reposer que sur ces trois éléments. Et ce qu'il va falloir concilier, c'est cette notion de bien-être d'individus, répartition équitable du surplus, conservation des ressources naturelles, avec l'économie. Et la question qui va se poser, est-ce qu'on peut avancer l'hypothèse que l'emploi durable pourra être utile à l'économie? Bon, la réponse est oui, mais je ne suis pas économiste et j'avoue que je ne me suis pas tellement penché sur cet aspect-là. Mais par contre, ce que je trouve de différent à la notion traditionnelle d'emploi, c'est que le travail durable, pour moi, c'est un travail qualitatif. Et le travail durable réintroduit la notion de qualitativité dans la notion de travail. Ce n'est plus rentabilité, les 3-8, le système Tayloris, etc.
c'est plutôt oui, la qualité de travail. On a des pays qui calculent le produit national de bien-être. Ben, là, on peut envisager de calculer le produit national qualitatif du travail, rechercher l'épanouissement, le bien-être au travail, etc. Et dernier point que je vais rajouter, qui va un peu dans le sens de ce que disait Maître Castel précédemment, c'est que dans le terme emploi durable, moi j'aime bien le terme emploi et j'aime bien le terme travailleur. Le terme salarié, je suis un défenseur du salariat, du lien de subordination. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé mieux pour protéger le salarié. On n'a pas trouvé mieux. Mais ce qui me gêne, c'est que justement, dans cette notion-là, on oublie toujours le travailleur. Et on vient d'évoquer le problème des plateformes Uber, etc. Et il est évident que si on passe dans la vision d'emploi durable, emploi devra recouvrir tous les aspects de l'emploi. Tous les aspects de l'emploi. Et on est en train de vivre à l'heure actuelle les limites de l'emploi salarié. Et donc, cet emploi durable, pour moi, c'est l'emploi durable pour tous les travailleurs. Et c'est là qu'il y a un gros défi, parce que c'est relativement facile d'introduire de la dignité, du travail décent dans du salariat. C'est un peu plus difficile dans un contexte plus global. Alors, cet emploi qualitatif, il va passer par les deux notions suivantes. D'abord, la dignité. Donc, redonner la qualité, ça va être redonner la dignité aux travailleurs. Mais quand je rentre dans la dignité, alors là, par contre, je m'aventure sur un terrain qui est plus philosophique que juridique, puisque la dignité, c'est quand même quelque chose qui relève du philosophique, du juridique. Elle découle de la dimension transcendante de l'homme, alors homme avec un H majuscule, évidemment, et elle découle aussi des droits subjectifs de l'homme. Hein. Donc, la dignité, ça va être les droits des travailleurs fondés sur leur nature humaine. Voilà. Et les reconsidérer comme des êtres humains. Et c'est là qu'intervient, alors je réponds maintenant à la première question que vous m'avez posée, c'est là que va intervenir la notion de travail décent. La notion de travail décent. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, la notion de travail décent, c'est tout ce qui va permettre à l'homme de travailler. Hein. C'est la protection sociale, le dialogue social, la rémunération, la protection contre la perte de travail, ce qui est fondamental, je crois, et qui sera peut-être une des questions pivots sur cette notion d'emploi durable. Hein. Comment arriver à concilier l'emploi et la perte de travail? Est-ce que le système de la flexi-sécurité tel qu'il existe à l'heure actuelle est satisfaisant? Ne l'est pas, c'est une longue... Bon, ensuite, tout ce qui est protection contre la maladie, etc. Voilà. Et ça, je pense que Maître Castel pourrait le confirmer, mais cette vision de durabilité, on est en train d'essayer de l'introduire à l'heure actuelle au moyen de la jurisprudence, il y a une réflexion là-dessus, justement lors de d'abord à partir des jurisprudences dont elle a parlé, hein, dont vous avez parlé, Maître, et ensuite à partir des lois, alors je vais me les mélanger les PSO, je pense qu'il y en a une de 2019 qui est venue... Oui, la loi du 24 décembre 2019 voilà, des plateformes. Qui est venue Elle crée au sein du Code du travail quelques articles pour régulariser le statut des livreurs et des chauffeurs des plateformes de services afin d'encadrer et notamment encadrer les fameuses chartes qu'utilisent les plateformes pour réguler leurs relations dites commerciales avec ces travailleurs. Et l'objectif du législateur, ça a été un peu d'encadrer ça, et notamment la charte, par contre, qui n'est pas obligatoire. Et c'est là une des faiblesses de la loi du 24 décembre 2019, c'est qu'elle n'impose pas à la plateforme d'avoir une charte, mais si elle a une charte, cette charte doit prévoir un prix décent,
améliorer les conditions de travail, c'est clairement ce qui est indiqué, améliorer les conditions de travail du livreur ou du chauffeur, prévenir les risques, donc entendu de manière large, les risques d'accident, les risques de maladie, donc c'est très très large et c'est ça qui est très intéressant, et garantir une protection sociale complémentaire. Et là, on voit que le législateur a entièrement été inspiré par ce que vous venez d'expliquer, par la notion de travail décent, par les principes de l'OIT, par les droits fondamentaux, mais c'est encore quelque chose en construction, puisque vous voyez, la charte n'est pas du tout obligatoire, Ouais. et on ne sait pas quel sera le niveau de contrôle là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une charte, elle est quand même soumise à l'appréciation de l'inspecteur du travail, de l'administration du travail. Il y a une homologation. Donc, on voit cette volonté du législateur de rentrer et de contrôler ce qui se passe dans la relation sur des principes de droits fondamentaux et de travail décent. Donc, je rejoins parfaitement ce que vous dites. C'est peut-être ici un nouveau statut qui se crée et un mouvement qu'il convient de renforcer. Et on voit qu'il est en cours de construction. Alors, oui, il est d'autant plus en cours de construction qu'un des objectifs pour une des 4 stratégies de l'OIT pour 2030, c'est l'emploi décent. C'est l'emploi décent. Donc, l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, veut que se développe l'emploi décent, veut qu'on redéfinisse et comment dire, que ce soit atteint en 2030. Et alors, en cela, l'OIT est en train de revenir aux origines. L'OIT est en train de revenir aux origines, puisque dans sa charte constitutive, en 1919, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et ce qui est un peu inquiétant aussi, parce qu'on voit que le problème du travail décent, finalement, il y a un siècle qu'il perdure et qu'il n'est pas encore résolu, et que l'OIT fait remarquer que si le travail décent, qu'elle considère comme un contrat social de base, sous-jacent à toutes les sociétés, et elle part du principe que s'il n'y a pas de travail décent, il ne peut pas y avoir partage des fruits du progrès. Et le préambule est très pessimiste, puisqu'il nous dit que cette insatisfaction, cette rupture de ce contrat social, je cherche le terme, engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. Donc, j'allais dire que nous, dans les années, puisqu'on est tous quand même sensibilisés au développement durable, etc., on s'aperçoit qu'il y a un double danger qui va peser sur notre humanité, notre société. C'est à la fois le danger de la paix sociale et à la fois le danger de la perte de ressources naturelles. Et c'est grâce au travail décent qu'on va pouvoir enfin, espérons-le, pas résoudre, mais porter des solutions, faire évoluer la situation. Et le PNUD, là, le Programme des Nations Unies pour le développement durable, lui, insiste lui aussi, et donne un aspect, une dimension intéressante, puisque pour le PNUD, travail décent et croissance économique ne sont pas incompatibles. Et ça, c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, la recherche de l'emploi durable va pouvoir être considérée à la fois sous l'aspect économique. Et c'est vrai que l'aspect économique, qui est rentabilité, profit, etc., c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur aux entreprises, puisque l'idée répandue, c'est, allez, on va dire quelque chose qui est horrible, mais le travail décent, c'est quelque chose de mignonné, qui concerne une frange de la population, des marginaux qui vendent du café bio sur les marchés, etc. Voilà, c'est ce qu'on perçoit de la notion d'emploi durable à l'heure actuelle. Or, c'est pas ça. Et le ministère de la transition écologique estime, alors ils sont peut-être très optimistes, mais que les emplois liés au développement durable seraient de l'ordre de 4 millions, ce qui est quand même pas mal. Il en resterait, à l'heure actuelle, il y en aurait dans les 200 000 qui pourraient être pourvus très rapidement, donc ce qui n'est pas mal aussi, surtout dans le contexte actuel. Et en même temps, c'est là qu'on va pouvoir amener le travail durable à la notion de durabilité des ressources naturelles, puisque ces emplois
serait justement dans le développement durable des ressources, protection des ressources, etc., j'allais dire que par un phénomène d'entraînement, je protège les ressources pour qu'elles soient durables. Donc, puisqu'il faut protéger les ressources, c'est durable. L'emploi qui protège ces ressources va devenir durable, etc., etc., etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à envisager. Et surtout, par contre, ce qui est hyper important, pour moi, comme on l'a dit, c'est qu'il faut envisager ça, non pas sous l'aspect purement salarial, mais sous l'aspect... je pense qu'avec Maître Castel, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le terme. Moi, je parle d'une troisième voie. Maître Castel parle d'un nouveau statut. En fait, sur le fond, c'est la même chose. Ce sont les termes qui diffèrent. Le nouveau statut, c'est justement chercher tous les moyens pour permettre aux travailleurs d'avoir un travail, d'avoir un emploi, s'il est durable, alléluia. Et ça ne peut passer que justement par le travail décent et la reconnaissance du travail décent et la mise en œuvre du travail décent. Et le travail décent, je vous ai dit vite fait ce que c'était, n'est-ce pas, Romain, tout à fait au début, mais vous avez une littérature extrêmement abondante. Et vous avez l'OIT qui nous en parle, vous avez l'OCDE qui en parle, le PNUD qui en parle, etc. Donc, le travail décent, on sait ce que c'est. Le travail décent, l'OIT est descendu très bas. Nous avons la Charte sociale européenne qui en parle, nous avons la Charte des droits fondamentaux qui en parle. Donc, vraiment, le travail décent, on sait ce que c'est. Le seul problème, c'est est-ce qu'on veut le mettre en œuvre. Et il y a quand même, ce qui coince à ce niveau-là, je pense, mais je vous assure, là, je ne suis pas un spécialiste économique, je ne fais que des constats, mais après vous expliquer le pourquoi du comment, on constate quand même qu'il y a un frein qui peut être psychologique, qui part du principe que travail décent, oui, accorder des droits, des protections, etc., ça coûte cher pour l'entreprise, ça coûte cher pour... le travail, oui, ça coûte cher. Et ce qui rend l'économie non compétitive. Or, le travail décent, qui est proposé au niveau international, ça va aussi, sa mise en œuvre pourrait être aussi un moyen de limiter le dumping social. Un moyen de limiter le dumping social. Bon, je vous dis, je ne suis pas du tout spécialiste, mais Michel Boncher, qui est une je vais vous laisser la parole, je parle beaucoup. Michel Boncher, qui est une juriste qui s'est beaucoup penchée sur la question, nous dit que le travail décent est une dimension essentielle d'une mondialisation juste, de la lutte contre la pauvreté et un moyen d'instaurer un développement équitable, solidaire et durable. Et je reste là-dessus et je vous écoute. Donc, Maître Castel, si vous avez des précisions à demander sur mon propos, ou Romain, avant de donner la parole à la salle. Moi, je fais juste une remarque, sauf si vous avez une question, Romain, je vous laisse la poser. Non, je vous en prie, je la poserai juste après. Je la poserai après. Je trouve ça très intéressant que vous soyez revenu finalement sur l'origine qui est quand même bien ancrée au sein des discours constants et des textes constants publiés par l'OIT. Elle le rappelle régulièrement, elle a encore rappelé dans la déclaration du centenaire de l'organisation en 2019, le travail décent. Pourquoi ? Parce que le souci, c'est que même au niveau européen, malgré tout, on l'observe, tout ce qui est les droits fondamentaux, c'est pensé dans la relation de travail de type salariat. Et l'OIT, elle parle de travailleurs au sens large. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les directeurs ont eu à cœur dans leur discours introductif avant d'édicter à chaque fois les textes de la conférence de l'OIT, de rappeler que l'OIT vise toutes les formes d'emploi. Et c'est ça qui est extrêmement important et c'est pour ça que la notion du travail décent développée par l'OIT est très riche parce que l'idée, c'est d'arrêter cette binarité indépendance-salariat et de réfléchir à des droits pour tout le monde, pour tous les travailleurs. Ensuite, comment elle les invite à, je pense, pallier la difficulté du dumping social? Elle leur a donné un programme et elle leur dit tout simplement dans la déclaration du centenaire, mais exploiter le dialogue social, États membres exploiter le dialogue social, c'est-à-dire avec les syndicats, négocier des accords pour encadrer
pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs au sens large et élaborer des systèmes de protection sociale. Et je pense que c'est véritablement ici des outils qui sont donnés aux États membres, donc notamment par exemple la France, pour mettre fin aux conflits travailleurs-salariés, travailleurs indépendants, en essayant de rapprocher vers une protection. Donc, à mon sens, cela passe par évidemment plus de dialogue social, donc plus de négociations avec les organisations syndicales. Et c'est intéressant puisque la loi sur les plateformes de 2016, la loi du 8 août 2016 qui introduit dans le Code du travail un début de régulation pour les plateformes, prévoit pour ces travailleurs la possibilité de se syndiquer, donc de s'organiser collectivement et de revendiquer des droits. Donc c'est déjà finalement tenter de se rapprocher vers une discussion, un dialogue pour créer une protection. Et je pense que finalement, ça passerait aussi par une réforme du statut des régimes et de la protection sociale et des retraites des indépendants. Il va falloir ici arrêter cette dichotomie qui les met dans un système de précarité. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec votre propos. Le travail décent dans cette analyse large que donne l'OIT, c'est à mon sens la solution et je pense que c'est la voie à continuer à construire. D'accord, merci. Peut-être, Monsieur Prats, si vous vouliez reprendre un point, je vous laisse la parole. Ou alors, Non, je vais rebondir sur ce que dit Maître Castel. Oui, et je trouve fondamental et hyper intéressant de la part de l'OIT, puis à l'heure actuelle de la Charte sociale des droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux, etc., où on substitue de plus en plus dans tous les textes qui parlent de droit, de dignité, de travail décent, etc., on substitue de plus en plus le terme salarié le terme de travailleur au terme de salarié. Et c'est ça qui est vraiment très bien. Le seul reproche qu'on puisse faire, c'est qu'une fois de plus, j'allais dire, les décideurs ont un petit temps de retard par rapport à ce qui se fait. Et que la piste justement travailleur, troisième voie, statut particulier, protégé, etc., n'est pas assez explorée. Ou alors ne l'est que sous la pression des événements. On a parlé des chartes, comment ça s'appelle, des plateformes numériques, etc. Mais c'est un peu dommage que ça n'ait été fait que parce qu'il y a eu du contentieux. C'est dommage parce que ça a été lié au contentieux. Alors oui, je vous avais dit que je vous toucherai un mot. C'est vrai qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent être explorées concernant le travail durable. Et, bon, on vient de parler de celle qui me semble quand même peut-être la plus porteuse, qui est celle de ce statut, de cette troisième voie. Mais il y a quand même des expériences qui sont menées. Et en France, il y en a une qui est très intéressante, qui est l'expérience de territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été initiée par ATD Quart Monde, donc des gens qui sont au cœur du problème de la pauvreté des gens privés d'emploi, etc. Et qui favorise justement tout ce qui est emploi de proximité. Emploi de proximité, et comme on a pu le constater à l'heure actuelle avec la crise Covid, ces emplois de proximité, je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Je pense qu'ils ont alors, malheureusement parce que la situation sanitaire risque de nous l'imposer, mais aussi parce que c'est en train de faire apparaître des besoins nouveaux, ou de faire réapparaître des besoins qui existaient, qu'on avait un peu oubliés parce que peu rentables, etc. Et c'est vrai que là, ces expériences comme territoire zéro chômeur de longue durée sont intéressantes puisque leur fondement, un de leurs principes, c'est réinsérer les salariés, les chômeurs de longue durée dans le travail, avec pour finalité de leur redonner leur dignité d'homme, puisque un chômeur de longue durée, on s'aperçoit que souvent, un des premiers sentiments, certes, il y a le fait de ne plus avoir de revenus, mais il y a aussi le fait je suis privé d'emploi, je ne suis pas digne. Il y a cette corrélation entre dignité et la perte d'emploi. Et donc, leur donner une dignité en leur redonnant un emploi
et profiter du fait qu'en leur redonnant un emploi, on leur redonne, on le fait dans le cadre d'un travail décent, en leur accordant des possibilités, en leur accordant oui, des possibilités de travailler d'une façon décente pour assurer leur vie, éventuellement la survie, la vie de leurs conjoints, de leurs enfants, etc. Et pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Le reproche que je fais à cette expérience, c'est qu'elle est toujours fondée sur cette vision trop peut-être, alors on ne va pas dire trop, on va dire dépassée, qui commence à être dépassée du salariat. Puisque leur objectif, c'est de transformer ces contrats en contrat à durée indéterminée. Donc, en fait, c'est une forme d'insertion nettement plus développée, mais qui permettrait justement de déboucher sur le salariat. Or, quand on regarde les emplois qui sont fournis, ce sont tout à fait des emplois qui pourraient déboucher sur un travailleur indépendant s'il avait une protection. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Bah, c'est parfait parce que vos dires ont justement posé des questions et justement Alicia va poser les questions du chat et je vais laisser la parole à Alicia pour justement vous laisser. Alors, bonjour à tous. Il y a Valentine qui demande, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur rentre dans cette nouvelle dynamique de changement du salariat et peut-il réellement être considéré comme un travail décent? Alors, oui, c'est une nouvelle alternative. C'est une alternative. D'ailleurs, lors de sa création en 2008, c'était pour relancer l'emploi. Donc ça a été la finalité. L'inconvénient, c'est qu'on s'en est servi pour détourner la fonction première du salariat. On s'est servi de l'auto-entrepreneuriat pour éviter de faire du contrat de travail. Donc ça, c'est évident. Et étant donné que cette pratique s'est développée dans un semi-no man's land juridique, puisqu'il n'y avait rien, il n'y a rien qui a été prévu vraiment dans le cadre de la protection, etc. Non, là, je suis catégorique, l'auto-entrepreneuriat ne s'inscrit absolument pas dans le cadre du travail décent. Et je vais même aller plus loin, je dirais que c'est l'auto-entrepreneuriat qui a porté ou qui porte un coup fatal au travail décent. Je vous ai parlé tout à l'heure, on est parti, l'auto-entrepreneuriat, c'est fondé sur la volonté individuelle. Je veux être mon entrepreneur de soi-même. Et en étant libre, je suis prêt à renoncer à tout pour travailler. Je suis prêt à renoncer à tout pour travailler, y compris à mes droits fondamentaux, rémunération, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, en moyenne, un auto-entrepreneur, alors je dis bien en moyenne, c'est aux alentours de 400 à 600 euros de rémunération par mois, sachant que dans cette fourchette, sous le statut d'auto-entrepreneur, on trouve des médecins, des architectes, etc., qui, eux, arrivent à dégager des salaires aux alentours de 5 000 à 6 000 euros. Donc, imaginez, pour arriver à une moyenne de 400, le nombre d'auto-entrepreneurs qui n'ont rien. Donc, déjà, on écarte la vision travail décent, rémunération décente, puis si on creuse un peu plus, pour arriver à une rémunération décente, qu'est-ce qu'il fait l'auto-entrepreneur? Il travaille. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en travaillant? La notion de temps de travail disparaît, la notion de repos quotidien, hebdomadaire disparaît, la notion de vacances disparaît, et quand on regarde le statut social de l'auto-entrepreneur, c'est un statut social à minima, c'est vraiment le minimum, c'est juste la maladie, on commence à reconnaître l'accident du travail, alors chômage, il n'y a rien. Il n'y a rien au niveau chômage. Et il y a un autre... alors, attendez, il y avait un autre truc. Ah oui, si, au niveau chômage. Alors, je vais dire au niveau chômage, je vais nuancer mon propos. Oui, on a mis en place une protection contre le chômage, mais il faut avoir un revenu de 800 euros par mois et avoir travaillé pendant 2 ans, et ce n'est possible que pendant 6 mois. Donc, vous voyez, là, on est loin de ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut assurer le travailleur, et j'insiste sur le terme de travailleur, il faut assurer le travailleur contre la perte de son emploi. Voilà. Est-ce que j'espère avoir répondu? Je rejoins le propos d'Olivier. En pratique, qu'est-ce qu'on voit dans les cabinets d'avocats
lorsqu'on a des dossiers contentieux en droit du travail, on voit des anciens salariés, soit qui sont à la retraite, soit qui ont été licenciés, soit qui ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une formation professionnelle, ils se créent en tant qu'auto-entrepreneurs, et malgré tout, quelques mois plus tard, ça ne va pas, et comme par hasard, il y a un contentieux sur leur ancienne relation, leur ancien contrat de travail. Ils vont dire ah ben, finalement les heures sup n'ont pas été payées, etc. Ça montre bien pourquoi ils sont dans une situation de précarité. Et la preuve, à chaque fois, ils développent tout un argumentaire sur leur situation précaire. Ils n'ont pas les droits chômage depuis qu'ils ont quitté l'emploi. Certes, ils sont entrepreneurs, mais en fait, ils ne survivent pas et donc ils tentent de revenir en contentieux, au prud'homme. Il y en a beaucoup, des anciens maçons, etc., des qui anciens reviennent au statut, qui essaient de revenir au statut salarié. C'est ça, alors pas nécessairement soit de revenir s'ils avaient un CDD en obtenant la requalification, et mais s'ils avaient un CDI qui s'est terminé, ils sont tellement en précarité dans les mois qui suivent, finalement à la désillusion du statut d'auto-entrepreneur, ils font un prud'homme parce qu'ils se rendent compte, c'était bien quand j'étais salarié, il y avait des problèmes quand j'étais salarié, donc je vais essayer d'obtenir quelques dommages et intérêts supplémentaires en attendant. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, Alicia? J'entends plus. On a perdu Alicia. Ah, Alicia, ton micro est coupé. Du coup, petit problème technique, je vais poser la question à sa place. On avait une question justement de Alicia, mais justement son micro est coupé. Donc je vais la poser à sa place. Comme Monsieur Prat, vous avez parlé de quantifier le qualitatif dans l'emploi, est-ce que vous auriez des pistes? Comment quantifier justement le côté qualitatif de l'emploi? Écoutez, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comme je ça vous sera le dis, la dernière, parce que sinon on va dépasser. Non, elles sont toutes bonnes, mais celle-là est très bien. Comme je vous l'ai dit en préambule, là, je suis en train de vous faire part de ma recherche. Alors, c'est vraiment du vrac. Ce sont des pistes de recherche, et effectivement, je pense qu'il faut arriver à quantifier le qualitatif. Et nous, en recherche, on fait la distinction entre les quanti et les quali, puisque nos méthodes ne sont pas les mêmes. Alors, comment quantifier le qualitatif? À l'heure actuelle, il existe déjà des instruments avec ce qu'on appelle la QVT, qualité de vie au travail. Donc ça peut être un moyen d'apprécier la qualité de vie au travail. Il y a un autre élément qui est très lié au développement durable, c'est une notion qui apparaît. Alors là aussi, ça m'intéresse, et d'autant plus qu'elle est neuve, elle existe en ressources humaines, mais elle n'existe pas en droit, qui est la notion de contrat psychologique. Et là, on peut apprécier si justement le qualitatif, on peut quantifier le qualitatif en regardant comment le salarié estime qu'est sa relation par rapport à ses attentes psychologiques. On m'avait promis une augmentation de salaire, on m'avait promis un poste, on m'avait promis, etc. Et là, on commence à avoir des statistiques sur cette problématique-là. En fait, on ne pourra le faire que par une étude de terrain. Hein. Pour l'instant, l'idée que je lance, moi, c'est qu'il faut le quantifier pour pouvoir démontrer que, effectivement, l'élément primordial, un des éléments primordiaux du travail durable, c'est cette notion de qualité, mais il faudra faire de l'étude de terrain pour arriver à voir à quel niveau se situe ce qualitatif. Et surtout, bon, là c'est le chercheur qui vous dit le qualitatif et qui a une vision du qualitatif, mais la question qui se pose, c'est est-ce que cette vision correspond à la vision du salarié? Ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, je parle du salariat, c'est-à-dire donc des personnes qui sont employées avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise. Il y a dans certaines entreprises ce qu'on appelle des accords qualité de vie au travail. Et en fait, ce sont des accords qui sont focalisés sur les conditions de travail. Donc, dedans, qu'est-ce qui a été négocié? Ce sont les questions liées au télétravail parfois, liées au repos, liées au congé.
et lié à tout ce qui est finalement cette possibilité de travailler, mais dans de meilleures conditions. Et c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'analyser tous ces accords, faire un suivi de ces accords et voir ce qui pourrait être repris pour les travailleurs, c'est-à-dire même pour les travailleurs indépendants. Oui, mais il y a un petit problème aussi là-dedans, c'est que dans ces accords, quand on en regarde quelques-uns, on s'aperçoit que c'est du surqualitatif. C'est du surqualitatif, parce que le télétravail, j'allais dire que pour un travailleur privé d'emploi, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est un luxe. Et pour moi, le qualitatif principal, ça va être tout ce qui touche à la protection sociale et à l'économie. Or, à l'heure actuelle, et ça rejoint notre propos précédent, protection sociale, ça c'est accolé la notion de protection sociale, contrat de travail. Et c'est cette vision-là qu'il faut dépasser. Exactement. C'est cette vision-là. Avant d'arriver au télétravail, oui, et de toute manière, j'allais dire que quand on est entrepreneur de soi-même, le télétravail, on n'en a rien à faire parce que en tant qu'entrepreneur de soi-même, on est libre, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de travailler, on travaille. Si on ne veut pas travailler, on ne travaille pas. Mais le problème, ça va être oui, c'est bien d'être entrepreneur de soi-même, mais en ayant un minimum de protection sociale, un minimum de formation, un minimum de ressources, un minimum... Voilà, sachant que c'est une vision quand même réductrice du travail décent, puisqu'il faudrait faire autre chose que d'avoir des minimums. Exactement. Parfait. Eh bien, parfait. Tout ce que vous nous avez dit nous donne beaucoup de pistes de réflexion sur justement le travail et la décence au travail. Et je vais devoir... Et oui, bah, j'espère que vos recherches vont bien se dérouler et je vais devoir clôturer cette table ronde. Et je vais tout d'abord vous remercier, vous deux, Monsieur Prade et Madame Castel, d'avoir fait le déplacement virtuel pour les ANED. Et je vais remercier aussi toutes les personnes qui sont venues pour nous écouter et vous écouter. Et je vous invite à nous retrouver en avril pour la deuxième partie des ANED, qui sera, elle, en présentiel, on l'espère. Et du coup, je vous souhaite ainsi une très bonne journée et à très bientôt. Et je vous remercie. Merci à vous. Et surtout, bravo pour votre travail. Merci beaucoup et merci. Bravo à votre travail aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci encore.